Vasquin Filleul, premier traducteur de Pétrarque, présenté par Pierre Lartigue. Texte lu par Florence Delay, Gianni Gastaldi, Jacques Roubaud, Enrico Di Giovanni. Musique, concert à deux viols égales du Sieur de Sainte-Colombe, par Mathieu Luçon, Yuka Saito. Réalisation, Janine Antoine. Tout commence ici même, dans la chapelle des Cordeliers, par la découverte du tombeau de Laure, raconté par l'abbé de Sade, oncle du marquis. Je rapporterai exactement l'histoire de cette découverte, telle qu'on la trouve dans une lettre de Jean de Tourne, imprimeur de Lyon, à Maurice de Sèvres, savant antiquaire de la même ville, qui y eut beaucoup de part, et de qui Jean de Tourne en avait appris toutes les circonstances. L'an 1533, Jérôme Manelli, gentilhomme de Florence, Maurice de Sèvres et M. Bontemps, grand vicaire du cardinal de Médicis, archevêque d'Avignon, entreprirent de faire des recherches sur la famille de Laure. Vellutello et quelques autres Italiens en avaient fait avant eux, mais n'avaient pas réussi. Ils fouillèrent d'abord, comme Vellutello, dans les registres baptistères de toutes les villes et villages du comté. Cette recherche ne produisit rien. Les registres n'étaient pas tenus alors avec soin. D'ailleurs, il y avait 2 siècles que Laure était morte. Ensuite, en parcourant toutes les sépultures anciennes, ils se portèrent dans l'église des Cordeliers où Pétrarque dit que Laure est enterrée. Comme la tradition d'Avignon donnait Laure à la maison de Sade, ils firent leurs recherches dans la chapelle de la Croix, ancienne chapelle de cette maison qui y avait sa sépulture. Ils y trouvèrent une grande pierre sans inscription, où il y avait 2 écussons d'armoiries effacés par le temps et une rose sur la tête de ces écussons. Ils demandèrent aux religieux du couvent ce que ce pouvait être, et n'ayant rien pu tirer d'eux, le grand vicaire fit lever la pierre en sa présence. On trouva d'abord de la terre, avec de petits ossements, une mâchoire entière auprès de laquelle était une boîte de plomb, fermée avec un fil de fer. Maurice de Sèvres l'ouvrit, et il y trouva un parchemin plié et scellé de cire verte avec une médaille de bronze où l'on voyait d'un côté une petite femme dans l'attitude de se découvrir le sein avec les 2 mains. Autour, pour légende, ces 4 lettres initiales M, L, M, J. De l'autre côté, il n'y avait rien. Tout le monde essaya d'expliquer cette légende. L'explication de Maurice de Sèvres fut trouvée la plus heureuse. Madonna Laura morta iace. Il la donna pour une simple conjecture et n'assurait rien. Sur le parchemin était écrit un sonnet difficile à lire parce que les lettres qui se trouvaient sous les plis avaient été effacées par le temps. Cependant, Maurice de Sèvres le lut tout entier en l'opposant aux rayons du soleil et en tira une copie. La nouvelle de cette découverte fit beaucoup de bruit. François Ier, roi de France, l'ayant apprise lorsqu'il passa à Avignon, peu de temps après, allant à Marseille pour s'aboucher avec le pape Clément VII, eut la curiosité de voir ce tombeau. Le jour de Notre-Dame de septembre, il alla au Cordelier, après vêpres, fit lever la pierre et tirer la boîte qu'il ouvrit pour lire le sonnet. Ensuite, il fit l'épitaphe de Laure qui fut mise dans la boîte avec le sonnet.
À peine le tombeau de l'or fut-il trouvé que Barthélemy de Castellane, archidiacre de l'église métropolitaine d'Avignon, s'empressa de faire part de cet événement au cardinal Bembo, avec qui il était en liaison, et qu'on regardait alors comme l'oracle de la littérature italienne. Il lui envoya copie du sonnet qui avait été trouvé dans la boîte, en le priant de lui dire ce qu'il en pensait. Le cardinal Bembo lui répondit de Padoue. « Vous m'avez fait grand plaisir en m'apprenant qu'on a cherché et trouvé le tombeau de l'or. Cette découverte fait autant d'honneur parmi vous à Nicolas de Pérouse que celle du tombeau d'Archimède à Cicéron. À l'égard de la question que vous me faites sur ces vers italiens renfermés dans une boîte de plomb qu'on a trouvée dans le tombeau, je vous dirai que non seulement ils sont fort au-dessous de cet esprit merveilleux et presque divin, mais même que le poète le plus médiocre les désavouerait. Les lois les plus communes de la poésie italienne y sont violées. Depuis la découverte du tombeau de l'or, tous les voyageurs qui passaient à Avignon ne manquaient pas d'aller à l'église des Cordeliers. On leur faisait voir la chapelle où le tombeau avait été trouvé, la boîte, la médaille, le sonnet italien et les vers de François Ier. En 1548, un an avant l'olive de Du Bellay et les erreurs amoureuses de Pontus de Thiard, Vasquin Filleul, notre premier inconnu, fait paraître L'or d'Avignon, au nom de la reine Catherine de Médicis, reine de France, extrait du poète florentin François Pétrarque et mis en français par Vasquin Filleul de Carpentras. De lui, pas grand-chose. Il est né en 1522. Il a traduit aussi un traité de jeu d'échecs. Il était docteur en droit et chanoine de Notre-Dame des Dons en Avignon.
Il est mort après 1582. 7 ans après L'Or d'Avignon, il achève sa traduction du Canzoniere. Toutes les œuvres vulgaires de François Pétrarque, contenant 4 livres de Madame Laure d'Avignon, sa maîtresse, jadis par lui composés en langage toscan et mis en français par Vasquin Filleul de Carpentras, docteur en droit, avec bref sommaire ou argument requis pour plus facile intelligence du tout. En Avignon, de l'imprimerie de Barthélemy Bonhomme, avec privilège du roi, 1555. Bienheureux soit le jour, le mois, l'année, et la saison, le temps, le point et l'heure, le beau pays, le lieu et la demeure où 2 beaux yeux m'ont l'atteinte donnée. Et bienheureuse est ma peine ordonnée par le désir d'une joie si peu sûre. Bienheureux soit l'arc, le trait, la blessure, et bienheureuse en soit ma destinée. Bienheureux soient tous les pensées et dits, soupirs, désirs et larmes amoureuses, qu'oncle, au nom de Madame, rendit. Et soient encore les cartes bienheureuses, où lui acquiert renom et ma pensée, qui d'elle seule a pu être blessée. François Pétrarque est né le 20 juillet 1304 à l'aube dans une maison du Vico dell'Orto à Arezzo. Son père, Piero Petracco, était notaire. Son grand-père, Parenzo, était notaire. Son arrière-grand-père, Garzo, était notaire. Sa mère se nommait Eletta Canigiani. Ser Petracco, comme Dante, était un banni de Florence. Ses biens y avaient été confisqués. En 1310, peut-être à Carpentras, le petit Francesco aperçut Dante. En 1312, Ser Petracco s'installa à Avignon dans les états du pape Clément V. François Pétrarque apprit à lire à Carpentras. Son maître était Convenevole da Prato, un vieillard au cœur simple et à l'excellente grammaire. Exilé lui aussi. À Carpentras, tout le monde parlait provençal. Pétrarque apprit le latin avec Convenevole. Son auteur favori était Cicéron. Au début, il ne comprenait rien et s'enchantait seulement du son des mots. Le latin s'apprend dans les livres et l'or furent les 2 passions de toute sa vie. Un jour, son père l'emmena à Fontaine de Vaucluse et Pétrarque se dit « C'est là que je vivrai, dans la beauté sereine et sauvage de la nature, loin du bruit de la grande ville, Avignon. » La solitude fut sa 3e passion. Parmi les bois et déserts me promène, sans avoir peur qui Mars même n'exempte. Mais il n'est rien ni lieu qui me tourmente que le regret de la face sereine. Sans y penser je chante ô choses vaines, et m'est avis que je la vois présente, ou que parler avec d'autres la sente, et puis ce n'est qu'un ormeau ou fontaine. Ainsi je crois de l'ouïr babiller quand les oiseaux ne font que gazouiller, ou quand sous l'herbe on sent barbouter l'onde. Bref, n'est silence ou lieu en tout le monde qui, pour plaisir, soit à celui pareil, si trône était lointain de mon soleil. En 1318, sa mère mourut, et il compose son premier poème, 38 hexamètres latins, 38 vers, autant que d'années dans la vie d'Eletta Canigiani. En 1326, à la nouvelle de la mort de son père, il revint de Bologne, où il étudiait le droit, pour prendre possession de son héritage. Il ne devait pas être notaire. Pendant quelque temps, Pétrarque et son jeune frère Gherardo vécurent à Avignon. Ils s'occupaient principalement de leurs vêtements et de leurs coiffures. Inexperts au maniement des bigoudis, ils marchaient dans les rues inquiets du Mistral qui, à tout instant, menaçait de déranger l'ordre de leur chevelure. Leurs souliers étaient étroits, ils s'habillaient à la dernière mode. Le 6 avril 1327, Pétrarque vit et aima une jeune personne de 14 ans. Il l'appelle Laure, il l'aima toujours. C'était un vendredi saint.
Era il giorno qu'al sol si scoloraro. Argument. Le jour du vendredi saint, le poète fut pris d'amour. C'était le jour que le soleil perdit pour la pitié de son facteur clarté, quand je fus pris d'amour, et la beauté de vos yeux, dame, à son joug me rendit. Ne me semblait tant qu'amour prétendit à me frapper. J'allais en sûreté, hors de ma garde, et lors ma malheurté, au commun deuil prit sa source et crédit. Le co-amour, lors me trouva sans armes, la voix aussi des yeux au cœur duisante, qui par ce coup sont faits ruisseaux de larmes, dont peu d'honneur a du fait s'il s'en vante, surprendre ainsi mon âme désarmée et n'oser l'arc montrer à vous armé. Per far una leggiadra sua vendetta. Argument. Ici est traité d'où était Madame Laure, et naquit en Avignon, au bourg des Sazes, qui lors étaient respectivement entre le Grand Palais et le Rhône. Celui qui art montra plus qu'admirable, et providence en l'infini mystère, quand il créa l'un et l'autre hémisphère, et plus que Mars un Jupiter aimable, venant sabbat donner clarté durable aux saints écrits qu'avant n'étaient sincères, prit Pierre et Jean d'errets et de misère, et leur fit place en son règne honorable. Il ne daigna vouloir à Rome naître, mais en Judée. Ainsi veut et ordonne que l'humble État sur tous autres soit maître. Or, un soleil d'un petit bourg nous donne, tel que nature et la place est ornée, dont entre nous si belle dame est née. Vergognando talor qu'ancor si taccia. Argument. Combien sa dame lui sembla belle quand il en fut pris. Ayant parfois honte qu'encore se taise, dame, par moi votre beauté en rime, j'accours autant que la vie si sublime, qu'autre jamais ne sera qui me plaise. Mais pour mes bras telle charge trop pèse, et n'est ouvrage à polir de ma lime. Pourtant l'engin qui son pouvoir estime se refroidit d'y vouloir faire noise. Souvent j'ouvris ma bouche pour en dire, puis je me tus, craignant de faire faute. Mais quelle voix pourrait sortir si haute? Souvent en vers j'ai commencé d'écrire, mais mon esprit, ma plume et main rétives furent vaincus sur la première rive. La rencontre, selon certains, eut lieu dans l'église de Sainte-Claire en Avignon. Mais il y a d'autres versions. Voici celle de Vellutello. Il reste à voir le lieu où leur amour prit son commencement. Pour l'intelligence de quoi, il faut savoir que l'antique habitude était celle, et elle est encore telle en la terre de Cabrières aujourd'hui, que la nuit avant le vendredi saint, on partait un peu avant le jour, et par le chemin des collines on allait jusqu'à Vaucluse pour visiter l'église de Saint-Véran dans la vallée, lequel saint, à ce qu'on dit, vécut dans ce lieu en ermite, où en mourant, il fit plusieurs miracles. Et le chemin passait par un petit pont au-dessus des deux bras de la Sorgue. Et traversant l'île faite par ces deux bras, on arrivait au lieu dit l'île, sur l'autre rive, pour entendre l'office divin, comme il était d'usage en ce lieu, parce qu'à Cabrières, on ne dit la messe qu'une fois. De Cabrières à l'île, le chemin est d'une lieue, et Vaucluse se trouve à égale distance de l'une et de l'autre. Et pour aller de Vaucluse à l'île, le chemin est étroit et tout bordé d'aménissimes prairies, irriguées de quelques ruisseaux venant de la Sorgue pour la bonification des prairies. Et en ce qui concerne cette portion du chemin, pour rendre les choses plus démonstratives, je n'ai pas respecté les proportions exactes sur la carte, comme j'ai fait ailleurs. Était donc Madonna Laura, la nuit venant, le vendredi saint, partie de Cabrières et visitait à Vaucluse l'église de Saint-Véran, et pour rejoindre l'île étant arrivée où les deux bras de la Sorgue se séparent et peut-être un peu fatiguée de la marche, elle s'était pour se reposer et rafraîchir assise sous un arbre fleuri, près d'un de ces petits ruisseaux, comme il est expliqué en la canzone Chiare fresche e dolci acque. Quand, du poète qui pour la même raison de Vaucluse à l'île se rendait, elle fut pour la première fois aperçue, et le commencement de leur amour en résulta.
Sur la carte dressée par Vellutello accompagnant son récit, on peut voir, à la loupe, tant l'image est petite, à gauche de l'île un arbre, au-dessous duquel est représentée une toute petite figure de dame. Elle paraît être accompagnée de 2 autres ladies et d'un gentleman. À peu de distance à droite se trouve un groupe de minuscules lignes verticales qui pourraient bien figurer Pétrarque. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna. Gentil ramo, ove piacque, con sospir mi rimembra a lei di fare al bel fianco colonna. Erba e fior che la gonna leggiadra ricoverse con l'angelico seno. Aere sacro, sereno, ove amor coi begli occhi il cor m'aperse. Date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Au printemps de 1336, le peintre Simone Martini vint à Avignon et Pétrarque lui commanda un portrait de Laure, sans doute une miniature, hélas perdue. Argument. Ayant à faire Pétrarque un long voyage, voulut porter le portrait de sa dame Laure, lequel il fit faire à un maître Simon, peintre de son temps, dont il loue la dite image, disant que du temps que Dieu créa Madame Laure, maître Simon devait être aussi en paradis présent, et vit comment Dieu la fit. Voilà pourquoi si bien l'a su pourtraire. Quand Polyclète aurait travaillé 10 et 10 000 ans, et tout maître de l'art, oncle n'aurait compris la moindre part de la beauté qui mon cœur a conquis. Mais mon Simon fut vif en paradis, avant que Seth en eût fait son départ, où il la vit, et la peignit sans phare, pour faire ici foi des biens interdits. L'œuvre fut bien de celle qu'au ciel faite l'on peut penser, non parmi les humains, où bien souvent les beautés sont défaites. Il fut courtois, mais depuis que ses mains vinrent s'abat dans notre vie mortelle, ne se saurait jamais plus peindre telle. Son animali al mondo de si altera. Argument. Voulant Pétrarque, selon sa coutume, en été, aller d'Avignon à Vaucluse philosopher, et encore qu'il fût heure tardive, allant prendre congé de sa dame, fit ce sonnet. Mains animaux ont une vue si forte qu'elle est au droit du soleil assurée. D'autres, craignant sa lumière honorée, jusques au soir ne sortent de leurs portes. D'autres qu'au feu un fol désir transporte, croyant jouir de la clarté dorée, or mettent fin à leur vie essorée. Las en ce rang je meurs de même sorte, car je suis faible à voir mon excellente et seule dame, et ne sais me défendre de lieux obscurs ou d'heures tardes et lentes. Pourtant, avec ma vue plaintive et tendre, de ne le voir mon destin ne recule, et sait que vais après ce qui me brûle. Il faut noter que du temps de Pétrarque, Avignon, en tirant du Grand Palais respectivement vers le Rhône, n'avait de circuit que jusqu'à la paroisse de la Madeleine. De là jusqu'au Rhône était tout jardin et prairie, excepté un petit bourg, dit des Sazes, qui était entre deux. Avignon fut puis après accru, jusques aux vieilles murailles, qui sont encore en empan, avec la maison de Ancezune. Depuis, par Pape Jules, fut accru jusques au Rhône. Ce qui appert par les 2 vestiges des dites vieilles murailles et plusieurs portails qu'on voit encore par la ville. Et en signe que ce dit bourg et champêtre étaient des Sazes, aïeux de Madame Laure, sous le premier arc du pont du Rhône, on a mis leurs armoiries. De là donc, allant au Rhône, vit Pétrarque sa dame avec autres demoiselles, qui descendirent d'un bateau, puis montèrent sur un chariot, ce que voyant Pétrarque eût volontiers été leur charretier et batelier. Je vis un jour, hors d'un bateau sortir, un noble train de 12 demoiselles, comme un soleil, et 12 étoiles belles, qu'on ne vit-elle l'eau mais partir. Ni le berger qui fit à 3 sentir un si grand mal ne les menait point-elle, ni le chercheur de cette oison nouvelle
dont aujourd'hui chacun se veut vêtir. Puis je les vis, sur un char triomphant, là où Malheur, à qui l'aveugle enfant nuire ne peut, chantait tout bas à bande. La vis-je au moins, je ne sais que je fis, mais, ô heureux entumé d'édifices, qui conduisiez une si noble bande. À Vaucluse, Pétrarque vivait simplement avec 2 serviteurs et un grand chien blanc. Il s'habillait comme un paysan et mangeait à la provençale. Il avait 2 jardins, un jardin sauvage près de la Sorgue, un autre cultivé, clos et ceint de vignes dans une île. Il passait ses matinées dans les collines. À midi, il était près de l'eau, l'après-midi dans son jardin où lui venait l'inspiration. Il sortait souvent à minuit, les nuits de lune. Je me lève à minuit, je sors à la pointe du jour. J'étudie dans les champs comme dans mon cabinet, je lis, j'écris, je rêve. Je combats la paresse, je chasse le sommeil, la mollesse et les plaisirs. Je parcours toute la journée des montagnes arides, des vallons humides et des antres profonds. J'arpente souvent les 2 bords de la Sorgue, seul avec mes soucis. Je ne rencontre personne qui m'en distrait. Ils deviennent de jour en jour moins fâcheux, je les place tantôt devant, tantôt derrière. Je me rappelle le passé, je délibère sur l'avenir. Je me suis fait une grande ressource contre toutes sortes d'exils. Accoutumé au lieu que j'habite, il n'y en a point auquel je ne m'accoutumasse de même, excepté Avignon. Ici, je trouve Athènes, Rome, Florence, comme il plaît à mon esprit. J'ai joui de tous mes amis, tant ceux avec qui j'ai vécu, que ceux qui sont morts longtemps avant moi et que je ne connais que par leurs ouvrages. Étant ainsi Pétrarque solitaire à Vaucluse, fut visité d'une compagnie d'Avignon qui était allée voir la fontaine de la Sorgue. Et en icelle compagnie était Madame Laure. Or ne faut dire si l'on y fit grand cher. Ici, Pétrarque écrit à son ami Sénus, bénissant le lieu qui avait eu la grâce que sa dame y fut. Lieu plus heureux que n'est tout lieu terrain, où s'arrêta ce saint corps gracieux, quand doucement vers moi dressa ses yeux, qui rendaient l'air tout autour d'eux serein. Plutôt serait bas le ciel souverain, et le froid chaud, et l'or non précieux, que je ne fusse à jamais soucieux, me souvenant du doux semblant humain. Toutes les fois que ce lieu reverrai, m'inclinerai pour chercher les brisés de ces beaux pieds que toujours je suivrai. Mais si amour ne dort en nos pensées, ami Sénus, au moins quand la verra, d'un soupiret pour moi la priera. Le grand rocher dont sort la Sorgue. Étant à Vaucluse et Madame Laure encore à Cabrières, il désirait que le grand rocher dont sort la Sorgue fût tourné et eût son regard au rebours, c'est-à-dire qu'il ne fût pas entre Vaucluse et Cabrières, afin qu'il pût voir là où était pour lors sa dame. Si le rocher plus haut est découvert, qui clôt ce val, dont le nom se dérive, avait sa face à Rome respective, et s'il montrait à Babel son dos vert, tous mes soupirs auraient lieu plus ouvert pour aller voir mon espérance vive. Mais où qu'il soit épars, chacun arrive là où je veux, pas un seul ne se perd, car on leur fait accueil si gracieux que je crois bien qu'aucun n'est de retour, si grand plaisir y prennent. Mais aux yeux gît tout le mal, car soudain qu'il est jour, du grand désir qu'ils ont par de la voir, aux jambes, peine et deuil me font avoir. La lutte avec les nymphes. Voici de quoi il s'agit. Près de la source de la Sorgue, des rochers énormes s'élèvent des 2 côtés dans les airs, où ils reçoivent les vents et les nuages. Les fontaines coulent au pied de ces rochers, c'est là que les nymphes règnent. La Sorgue sort de Nantes et roule avec bruit ses eaux douces et glacées sur un lit tapissé de petits cailloux qui ressemblent à des émeraudes. Au milieu de ces eaux, je possède un petit champ pierreux où j'ai entrepris d'établir les muses qu'on chasse de partout. Voilà le sujet de cette grande guerre avec les nymphes. Elles trouvent mauvais que je veuille établir des étrangères à leur place et que je préfère 9
vieille fille à 1000 jeunes vierges. À force de remuer des pierres, j'étais venu à bout de former un petit pré qui commençait à verdoyer. Mais une troupe de nymphes, en fureur, descend des rochers avec impétuosité et ravage mon pré naissant. Effrayé de cette irruption subite, je grimpe sur mon rocher d'où je découvre le mal qu'elles m'ont fait. L'orage passé, je redescends, honteux d'avoir fui, et je rétablis les choses dans l'état où elles étaient. Mais à peine le soleil a fait le tour du monde que les nymphes retournent à la charge, renversent tout et se logent sous nos ancres. Plein d'indignation, je fais de grands préparatifs pour rétablir le logement que je destine aux muses. Mais bientôt, obligé d'aller dans les pays étrangers, je me vois forcé d'abandonner mon entreprise. J'ai le bonheur de ramener dans le pays latin les muses qui ne s'y attendaient pas. Je les place dans le Capitole. 6 ans s'écoulent, je traverse plusieurs fois la mer, je passe et repasse les Alpes. Enfin, je reviens dans ma solitude, où je ne trouve plus aucun vestige de mon ancien travail. Mes ennemis avaient profité de mon absence pour s'emparer encore une fois de mon terrain. Elles y avaient établi les poissons qui s'y promenaient à leur aise. Le matin du 1er septembre 1340, Pétrarque reçut une nouvelle qui l'attendait impatiemment. L'annonce de l'invitation du chancelier de l'Université de Paris à venir recevoir la couronne de laurier selon la tradition apocryphe de l'Antiquité. L'après-midi du même jour, il reçut la même invitation
du Sénat romain cette fois. La gloire poétique était à lui. Il accepta aussitôt l'invitation romaine. Ce fut le roi Robert de Naples qui prit la responsabilité de faire passer à Pétrarque l'examen préliminaire à la cérémonie. Pour ce qui devait être le deuxième grand moment de sa vie, Pétrarque se mit en route. Ce fut le 6 février 1341. Le voyage dura 49 jours. À Naples, devant le roi, Pétrarque parla de l'art et des intentions de la poésie, ainsi que des propriétés du laurier. Il arriva à Rome le 6 avril. Il fut couronné le 8 dans le palais sénatorial du Capitole. Laurier, l'or, voici pour elle un chant sans rime, mais plus difficile à composer que toute rime, une sextine. Tous animaux qui logent sur la terre, hormis aucun qui fuit le soleil, ont leur temps propre à travailler de jour. Puis, quand le ciel allume ses étoiles, l'un tient l'autel, l'autre s'en niche au bois, pour reposer au moins jusques à l'aube. Mais moi, depuis que l'on voit la belle aube, secourir l'ombre alentour de la terre, en éveillant les oiseaux dans les bois, onc n'est repos non plus que le soleil. Puis, quand je vois flamboyer les étoiles, je vais pleurant et désirant le jour. Quand le soir vient de chasser le beau jour, et notre nuit à autrui donne l'aube, pensif contemple et me plains des étoiles, car elles m'ont fait de sensible terre. Du jour aussi qu'onc je vis le soleil, qui me fait comme homme nourri au bois. Je ne crois point qu'onc passât par les bois, si âpre bête ou de nuit ou de jour. Elle me brûle à l'ombre et au soleil, d'elle n'est bon premier sommeil ni aube. Et quoique j'aie un mortel corps de terre, mon destin est descendu des étoiles. Avant que j'aille à vous, claires étoiles, où tombe en bas dedans l'amoureux bois, laissant ce corps qui viendra pure terre, pitié émeuve celle qui en un jour peut restaurer 1000 ans et devant l'aube peut m'enrichir du trémontant soleil. Or, plût à Dieu que j'eusse mon soleil, une nuit seule et qu'on ne vit qu'étoile, sans que jamais arrive la belle aube. Mais qu'elle au moins ne devint pas vers bois pour m'échapper des bras comme en ce jour qu'ici Phébus la poursuivait en terre. Plutôt serai sous terre et en sec bois, plutôt le jour ira garni d'étoiles, qu'à si douce aube arrive le soleil. En 1343 naquit la fille de Pétrarque, Francesca, de mère inconnue. À la même époque, il eut une terrible crise morale rapportée dans une confession latine, le Secretum. Saint Augustin lui apparut et lui dit « Tu es enchaîné par 2 chaînes et comme un navire, tu ne peux te libérer de tes chaînes car elles sont en or. Les 2 chaînes sont l'amour de l'or et l'amour du laurier, c'est-à-dire de la gloire. » Ayant laissé madame au port de Durance, Pétrarque, retournant vers Avignon, se revirait tous les coups de Verdurance avec regret très grand, pour ce qu'il savait que lui-même s'en irait en Italie, et parle à sa dame Laure encore que absente fut. Sur chacun pas contourné je ne cesse, mon corps fâché, que je porte à grand-peine. Laure prend confort de notre air qui le mène un peu plus outre et dit « Ô grande détresse !» Puis repensant au départ qui me presse, au long chemin, à la vie incertaine, là je m'arrête, et étant hors d'haleine, les yeux en bas contre mes pieds je dresse. Alors m'assaut sur mes tristes complaintes un doute tel, comment ces membres peuvent, loin de leur âme, ainsi vivre heure mainte? Mais me répond amour, ainsi se trouvent privilégiés les serres de demoiselles, tout affranchies des qualités mortelles. La maladie. Dia fiammeggiava l'amorosa stella. Il songeait en dormant que sa dame encore toute pâle de maladie le vint visiter un matin en son lit pour lui dire qu'elle se portait bien. Et ici est décrite la matinée en 4 belles façons.
Déjà luisait notre étoile amoureuse par l'Orient, et l'autre, coutumière rendre Junon jalouse, avait plénière clarté venant de part septentrionneuse. Levée était pour filer la soigneuse vieille et biffée ayant fait la lumière, et aux amants qui sont dans la tanière, avec leurs dames, était l'heure fâcheuse. Lors mon amour de son mal presque éteinte vint à mon cœur, non par visible voix, mais en esprit, pour consoler ma plainte. Oh, qu'autrefois souvent vue je l'avais, bien autre corps. Elle semblait me dire, « Prends cœur, ami, encore je respire. » Le 19 mai 1348, Pétrarque reçut une lettre d'un ami d'Avignon lui annonçant la mort de Laure. Au verso de la page de garde de son exemplaire de Virgile, face au frontispice peint par Simone Martini, il écrivit ces mots. Laure, illustre de toutes ses vertus, et longuement célébrée dans mes vers, parut pour la première fois à mes yeux en l'an 1327 de notre Seigneur, le 6e jour d'avril, dans l'église de Sainte-Claire d'Avignon, aux matines, et dans la même ville, aussi, le 6e jour d'avril, et à la même heure de la matinée, la lumière de sa vie fut retirée à la lumière du jour, alors que moi, qui me trouvais à Vérone, restais ignorant de mon destin. La triste nouvelle me parvint à Parme, la même année, au matin du 19 mai, annoncée par une lettre de mon ami Ludovicus. Le jour même de sa mort à Vêpres, son corps chaste et beau fut enterré dans l'église des Frères mineurs. Je suis persuadée que son âme a regagné le ciel dont elle était venue, comme l'écrit Sénèque de Scipion l'Africain. J'ai pensé à écrire ceci comme un souvenir amer, mais en même temps d'une amère douceur, dans ce livre qui est si souvent devant mes yeux, afin de me souvenir, relisant ces mots et considérant le temps qui passe, qu'il est grand temps, maintenant que le lien le plus fort est brisé, de fuir Babylone, et ceci, avec l'aide de Dieu, devrait m'être facile si je médite profondément et courageusement sur les peines, les espoirs vains et les événements terribles et imprévus des récentes années. Mon heure bénin et mon vivre joyeux, mes jours luisants et mes tranquilles nuits, mes doux soupirs et le souhait mis un style qui résonnait en beaux vers et en rimes, changés soudain en amertume et plainte, me font haïr la vie, aimer la mort. Aigre, cruel, inexorable mort, pour toi jamais je ne serai joyeux, mais mènerai toute ma vie en plainte. Les jours obscurs, tristes me sont les nuits, mes grèves soupirs surpassent toute rime, et à mon deuil n'est égal aucun style. Qu'est devenu, las, mon amoureux style? À part les dires et à braire de mort, où sont allés tous mes vers et mes rimes, qu'un gentil cœur oyait, gai et joyeux? Où sont les chants d'amour de mainte nuit? Las, je ne parle et ne pense qu'à plainte. Si doux m'était l'aise mêlée de plaintes, qui embaumait de douceur l'aigre style, qui me faisait veiller toutes les nuits, or mais le plaindre amer plus que la mort, n'espérant plus voir ce regard joyeux, qui au sujet fut de mes basses rimes. Un noble but mit amour à mes rimes dans ses beaux yeux, or me met en plainte pour le regret et deuil du temps joyeux, dont vais changeant mes soucis et mon style, en te priant, criant, ô pâle mort, de m'ôter tôt de si fâcheuses nuits. Sans leur sommeil me font les noires nuits, et sans leur soir mes enrouées rimes, qui rien traiter ne savent que de mort. Ainsi mon chant est converti en plainte, dont je vois bien qu'amour en tout son style est toujours plus ennuyeux que joyeux. Onc plus que moi, homme ne fut joyeux, et maintenant nul n'a plus griève nuit. Mon double deuil redouble aussi le style, tirant du cœur fort larmoyante rime, vécu d'espoir. Or je vis de plainte, et contre mort n'attends autre que mort. La mort m'a mort et ne peut faire mort. Revoir un jour ce visage joyeux, qui me faisait aimer soupirs et plaintes, pluie et vent de pleurs toutes les nuits, autant auquel amour tissait en rime tous mes soucis et exauçait mon style. Eussé-je donc si pitoyable style
qu'il eût pouvoir d'ôter malheur à mort, comme Eurydice, Orpheus fit par rime, qu'encore vivrait plus que jamais joyeux, si ce ne peut quelqu'une de ces nuits ferme aujourd'hui mes deux ruisseaux de plainte. Mains et mains-en, amour, je t'ai fait plainte, de mon grief mal mis en douloureux style, et oncle de toi n'espère meilleure nuit, dont ma prière est convertie à mort, qui me mettra en me faisant joyeux auprès de celle où s'adressent mes rimes. Si tant en haut peuvent monter mes rimes, que celle-là, qui étant hors de plainte, rend maintenant de soi le ciel joyeux, les puisse ouïr, bien connaîtra mon style, qui lui plaisait jadis, avant que mort, clair jour à elle, à moi fit noire nuit. Ô vous, amants, qui avez meilleure nuit, et qui oyez les amoureuses rimes, priez que plus sourde ne me soit mort, qui de misère est port et fin de plainte, et qu'une fois veuille changer son style, qui tous contriste et me ferait joyeux. Faire me peut joyeux en peu de nuit, Dont je l'en prie, en âpre style et rime. que ma grande plainte est bientôt fin par mort. À Milan, il s'installa dans une nouvelle maison un peu éloignée de la ville, dont seuls les bruits lui parvenaient. Ses journées se passaient ainsi. Il dormait 6 heures, il passait 2 heures aux occupations inévitables de la vie. Il en restait 16 pour lui, pour l'étude et la composition. Jour et nuit, j'écris ou je lis, me reposant d'une tâche dans la joie de l'autre. Je n'ai pas d'autre plaisir. Je suis si absorbé en ces activités que je ne fais attention à rien d'autre. Ainsi, mes travaux s'accumulent. J'en commence sans cesse de nouveau, et pourtant les années passent, et quand je considère la brièveté de la vie, je suis atterré du peu que j'ai mené à bien. J'ai toujours de l'encre et du papier à ma portée, même près de mon lit, et souvent, en m'éveillant, je note dans l'obscurité quelque idée ou quelque vers qui pourrait s'enfuir. Quand le jour vient, j'ai souvent du mal à me relire. Quand j'écris, quand j'étudie, je suis heureux d'être vivant. Le 19 mai 1368, dans la nuit, se réveillant, il ouvre son livre, le Rerum Vulgarum Fragmenta, connu maintenant sous le nom de Canzoniere, et ses yeux tombent sur un sonnet composé 25 ans auparavant et oublié. Il le trouve beau. C'était le 20e anniversaire de l'annonce de la mort de Laure. Voici 3 versions françaises de ce sonnet. Version de Vasquin-Filleul. Or se tait le ciel et tout le monde, bêtes, oiseaux, le doux sommeil réfrène. Or la nuit son voûté char promène, et dans son lit se dort la mer sans onde. Mais plus en moi, or tout deuil abonde, et en esprit je vois ma souveraine, de tous ennuis, et ma pensée si pleine, s'il n'est quand elle en la belle se fonde. Ainsi, la mer vient de la source même, que fait le doux, et par même raison, tout d'une main j'ai plaie et guérison, et en souffrant toujours martyre extrême, je meurs le jour et renais 1000 fois, quand si lointain de mon bien je me vois. Version d'Étienne du Tronchet. Or que ciel et terre et le vent se reposent, que le chant de l'oiseau se restreint et réfrène, que le char étoilé la nuit ne se promène, et qu'en son lit la mer sans onde se compose, je vois, je pense, brûle, et qui détruire m'ose, est toujours devant moi pour objet de ma peine. La guerre est mon état, de deuil et d'ire pleine, et d'elle aux seules pensées j'ai de paix quelque chose. D'une même fontaine et d'une source vive provient cet aigre doux duquel je me repais, et même main me blesse sans laquelle j'amende. Mais afin que mon mal ne soit joint à la rive, 100 fois le jour je meurs et 100 fois je renais, tant je suis près et loin
de ce que je demande. Version de Jérôme d'Avost. Or que le ciel, la terre et le vent font silence, et tous les animaux jouissent du repos, que la mer en son lit dort, paisible et sans flot, et le voile du jour nous cache sa présence, je veille, brûle et pleure et en selle je pense, que pour mon doux travail je vois à tout propos, de guerre, d'ire et deuil, je me vois si enclos, que son seul souvenir me donne patience. Ainsi le doux amer dont mon cœur se nourrit provient d'un même lieu, d'une même fontaine. C'est une même main qui me blesse et guérit, et afin que toujours puisse vivre ma peine, 1000 fois en un jour on me voit vif et mort, tant le vent m'est contraire au salutaire port. Pendant l'hiver 1362, à Venise, 2 vaisseaux étaient ancrés devant sa maison, leur mât était plus haut que son toit. À l'aube du 9 avril 1363, alors que Pétrarque commençait à écrire une lettre, il entendit soudain des voix de marins, un grand bruit, et se précipitant au dernier étage de sa maison, il vit que le plus grand des 2 bateaux qui avaient passé l'hiver là levait l'ancre. Les étoiles étaient cachées par les nuages. La mer rugissait, et le navire s'éloignant lui sembla une montagne peuplée de voix. Sa vue commença à baisser, et il eut besoin de lunettes, ce qui le mécontenta beaucoup. Sa fille Francesca, maintenant mariée, vint vivre près de lui. Francesco et son petit-fils Francesco étaient inséparables. En 1368, il reçut en don la maison de ses dernières années, près d'Arques, à une quinzaine de kilomètres de Padoue, dans les collines. Cette maison existe encore. Elle contient un fauteuil de Pétrarque et une malle à livres. Une Madone, œuvre de cet excellent peintre Giotto, que les ignorants désapprouvent, mais que les connaisseurs apprécient, a été volée. En réponse à une observation de son médecin, Pétrarque déclare qu'il n'a pas l'intention de prendre de remède, mais il continuera son régime de toute sa vie, se nourrissant de choses naturelles, notamment de fruits. Il accepte de boire parfois de l'eau au lieu de vin, mais avec modération. En mai 1372, il écrit à son vieil ami Philippe de Cabassole en Avignon. Il se souvient de la délicieuse solitude de Vaucluse, de la sorgue, des oiseaux.
Apprenant cette même année la mort de son ami, il écrit la dernière note de son Virgile. Hélas, maintenant seul. La dernière année de sa vie, il commence un nouveau poème, un triomphe, le triomphe de l'éternité. Le 12 février, il note les 2 derniers de ses vers italiens. Se fu beato chi la vide in terra, or che sia dunque a rivederla in cielo. Avant son testament, il achève sa lettre à toute la postérité. Je me suis vu piqué d'amour, mais ce n'a été qu'une fois, et durant les fougues de ma jeunesse. J'avoue pourtant que j'en eusse été travaillé plus longtemps si la mort, pour éteindre ce beau flambeau qui me consumait, n'eût éteint le soleil dont il recevait ses flammes. Cet accident me fut bien dur à souffrir, mais enfin, il me fut fort avantageux. J'ai commencé d'aimer plus ardemment le Créateur, me voyant délaissé de la créature que j'avais le plus aimée dans le monde. La mort, néanmoins, n'a pas été la seule exterminatrice de mon amour. Elle n'a fait qu'éteindre un feu qui s'attiédissait peu à peu. Et j'eusse sans doute fait par raison ce que je fis par nécessité. Or, quoique je me doive repentir du temps que j'ai perdu à fomenter ma passion, je me dois réjouir d'ailleurs de savoir qu'elle a été toujours honnête et que j'ai chéri Madame Laure comme un esprit visible plutôt que comme un corps animé. François Pétrarque est mort peu après minuit, dans la nuit du 18 au 19 juillet 1374. Vous qui oyez les chants ici déduits de ces soupirs dont mon cœur en détresse, je nourrissais sur l'erreur de jeunesse, quand j'étais homme autre que je ne suis. Du divers style où mes pleurs je poursuis, du vain espoir et douleur qui m'oppressent, si on qu'avait senti d'amour la presse, me pardonnez par pitié tant d'ennui. Mais à présent je vois le bruit qui monte et de mon mal partout presque on devise, dont bien souvent de moi-même j'ai honte. Honte est le fruit de ma vaine entreprise, et repentance, et le voir sans mensonge, que tout plaisir du monde n'est qu'un songe. Vasquin Filleul, premier traducteur de Pétrarque. Présenté par Pierre Lartigue. Texte lu par Florence Delay, Gianni Gastaldi, Jacques Roubaud, Enrico Di Giovanni. Musique. Concert à 2 viols égales du Cierre de Sainte-Colombe. Par Mathieu Luçon, Yuka Saito. Lumière, Violaine Burgard. Son, Michel Créis, Madeleine Sola. Réalisation, Janine Antoine.